Suis-je vraiment lesbienne? C'est une question que je me suis posée pas mal de fois ces derniers temps. Normalement, les gens se demandent s'ils sont vraiment hétéros. Bah moi non, je me demande est-ce que je suis vraiment lesbienne? Pour comprendre un petit peu les propos que je vais avoir dans cette vidéo, je vais vous expliquer rapidement le chemin que j'ai eu avec la découverte de ma sexualité. Mais avant ça, bonjour! Vous avez vu? J'ai un micro. Je suis trop contente. Vous avez vu, j'ai même des lumières et tout. Je commence à me professionnaliser petit à petit. Donc dites-moi si le son ça vous va, si les lumières ça vous va. En tout cas, j'ai hâte d'avoir vos retours. Je suis trop contente de revenir sur YouTube. Cette vidéo est la première vidéo du mois de septembre, mois où je vais faire une vidéo par jour. Donc en tout, il y aura 30 vidéos. C'est un petit challenge personnel que je me donne parce que j'ai trop envie de me familiariser avec la plateforme YouTube, me familiariser avec le fait de parler devant une caméra, etc. Et j'espère vraiment que je vais tenir les 30 jours parce que fin septembre, je reprends les cours. Enfin bref, l'intro est un peu trop longue. Passons au moment philosophie. Alors, par où commencer? Alors, il faut savoir que j'ai toujours su que j'aimais les femmes. Quand j'étais petite, en maternelle, en primaire, mon cœur il faisait ch'touboudou que pour les filles. Jamais pour les garçons. Au contraire, quand un garçon m'approchait, quand un garçon voulait me tenir la main, me faire un petit bisou, ça me dégoûtait, j'avais envie de vomir. Ok, comme ça c'est clair. Et là, je vous parle vraiment de la maternelle, donc vraiment, c'est vraiment depuis toujours, je suis attirée par les femmes. Ça, c'est un fait. Mais en fait, à cet âge-là, je me posais pas vraiment la question de qui j'aime pas, d'envers qui je suis attirée, d'envers qui je suis pas attirée. Parce que quand t'as 3, 4, 5 ans, tu sais même pas c'est quoi l'amour, tu sais même pas c'est quoi être gay, être hétéro. Toi, juste, tu sens que ton cœur il fiche tout boudoum quand t'es à côté de Chloé, tu vois ce que je veux dire? Donc moi, je fais ma petite maternelle tranquille, petite primaire tranquille et tout. Et je sais plus quel âge j'avais exactement, mais vraiment, j'étais très petite, hein, genre, je sais pas, 6 ans, un truc comme ça. Je regardais la télé avec ma mère et il y avait un couple homosexuel qui s'embrassait. Moi, bah, j'ai 6 ans, je m'en fous, enfin je regarde juste la télé et je vois un couple qui s'embrasse comme... Enfin c'était pas la première fois que je voyais un couple s'embrasser, mais la réaction de ma mère était différente des autres fois. Là c'était oh non, je vais changer cette chaîne, c'est quoi ces PD qui s'embrassent, etc. Et au moment même, j'ai pas compris sa réaction. Je me suis dit mais d'habitude elle dit rien quand il y a des gens qui s'embrassent. Et là, elle s'énerve. Donc je lui ai demandé qu'est-ce qui était mal, pourquoi c'était pas bien, pourquoi il fallait changer de chaîne. Et elle m'avait expliqué que deux hommes qui s'embrassent, c'était péché, qu'ils allaient aller en enfer, que c'était pas bien, etc., etc. Et j'étais en mode ok. Et deux filles alors? Moi j'étais persuadée qu'elle allait me dire non, deux filles c'est pas grave. Elle me dit non, deux filles c'est pas bien, c'est même pire, etc. Tu sais pas ce que les filles elles font entre elles, tu vas aller en enfer et tout. Elle m'a dit des choses assez dures ce jour-là. Des choses qu'on n'est pas censé dire à un enfant de 6 ans. Je dis 6 ans, mais c'était à peu près dans ces âges-là, je me souviens plus exactement. Mais en tout cas, ce jour m'a vraiment marquée parce que je me suis dit, merde, genre, on peut pas aimer qui on veut. J'ai pas le droit d'être amoureuse de Chloé. Chloé est un nom d'emprunt, voilà. J'ai envie d'afficher personne aujourd'hui. On avance un petit peu dans le temps. Je grandis, je fais mon enfance tranquillement. En primaire, j'avais un big crush, mais vraiment un big crush sur une fille de ma classe, qui était d'ailleurs avec moi aussi en secondaire, pas dans la même classe, mais bref. Mais à ce moment-là, je savais pas que c'était un crush, je savais pas qu'elle me plaisait, que je comprenais pas pourquoi j'avais toujours envie d'être près d'elle, pourquoi j'étais trop contente quand elle me touchait la main, pourquoi j'étais trop contente quand elle voulait me voir et tout. Je comprenais pas trop, mais je savais que mon cœur il faisait ch'touboulum quoi, vous avez compris. Passons, on arrive en début secondaire. Je pense que c'était en deuxième secondaire ce que je vais vous raconter là. Je reçois un message sur Messenger d'un garçon qui était avec moi dans ma classe en 4e, 5e et 6e secondaire. C'était la première fois que je me suis fait harceler parce que je me suis fait beaucoup harceler dans ma vie. Peut-être que ce sera un sujet d'une vidéo ultérieure. Et ce garçon-là, évidemment, il était du côté des harceleurs. Il ne m'harcelait pas lui-même en tant que personne, mais il était du côté des harceleurs, voilà. Seul contre tous. Et donc, je reçois un message de ce garçon. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il me veut, ce clochard? Je vous épargne les détails, mais je finis par sortir avec ce garçon. Pourquoi? Parce que c'était la seule personne à ce moment-là qui m'apportait l'attention dont j'avais besoin, l'amour dont j'avais besoin. Il était très présent, il était H24 disponible, on se parlait tout le temps. Enfin, quand on est en pleine période de construction, on a besoin d'attention, on a besoin d'être vu, on a besoin d'être reconnu à sa valeur. Et c'était la seule personne à ce moment-là qui m'apportait l'estime de moi-même dont j'avais besoin. Vous voyez, j'avais aucune, mais aucune attirance physique envers lui. Vraiment, j'espère qu'il va pas voir cette vidéo parce que vraiment... C'est méchant, mais genre, on dirait un rat. Enfin, bref, j'ai pas envie d'être méchante, donc je vais m'arrêter là. Il me plaisait pas du tout physiquement. D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose que à chaque fois que je le dis à quelqu'un, on ne me croit jamais. On dit c'est pas possible. On est resté ensemble genre 8 ou 9 mois. Ce mec, je l'ai jamais embrassé. Vous allez me dire, oh, c'est normal, t'avais 13 ans. Je lui ai fait un seul câlin.
Je vous dis un seul parce que je m'en souviens très bien, je sais très bien c'était quel jour, c'était vraiment un challenge pour moi de lui faire un câlin. On se touchait pas, ça me mettait mal à l'aise d'être proche physiquement d'un garçon. Je me disais juste que c'était de la pudeur, que voilà. Retenez juste qu'il y avait un certain attachement émotionnel à ce garçon vu que lui-même m'apportait toute l'attention dont j'avais besoin, l'amour dont j'avais besoin, l'estime de moi dont j'avais besoin, voilà. Aucune attirance physique, je pense que vous avez compris. On se sépare, là j'avais 14 ans. Il y avait une fille dans ma classe avec laquelle je me posais beaucoup de questions. Elle me plaisait trop. À chaque fois qu'elle me parlait, je devenais rouge. À chaque fois que je parlais, elle me touchait les cheveux ou les mains ou voilà qu'on était un peu proches. Je ressentais des choses vraiment ch'touboudum. Il y avait des moments où je comprenais pas. Je me disais attends mais il y a pas à admirer les gens à ce point. Genre moi je pensais que c'était de l'admiration. Mais pas tant que ça parce que j'avais pas envie d'être cette personne. Je ne lui enviais rien. C'était vraiment le fait d'être proche d'elle. Et à ce moment-là, je savais bien que j'avais une certaine attirance envers les filles, mais vraiment je repoussais cette partie de moi parce que j'avais toujours en tête ce que ma mère m'avait dit quand j'avais 6 ans. Je voulais pas aller en enfer, je voulais pas emmener toute ma famille avec moi en enfer, je voulais pas être une pécheresse, enfin vraiment je me disais mais ça t'as pas le droit, genre arrête, ne pense même pas, t'es pas attirée par les filles, arrête tes conneries. Je me suis beaucoup restreinte quoi. Puis aux alentours de mes 15 ans, je me rapproche d'un autre garçon. Lui, c'était vraiment quelqu'un de bien, super bien éduqué, super poli. J'ai un peu flirté avec lui, mais c'est pas aller plus loin. Enfin, vous voyez le genre de discussion tard le soir, mais quand on se voit, y a rien, genre on se pète 3 mots, vous voyez. Et c'était pareil en fait qu'avec mon ex de quand j'avais 13 ans. Ce garçon, je pense que je lui ai fait beaucoup de mal parce que, mais vraiment malgré moi, parce que je lui ai toujours dit que il y aurait jamais rien entre nous, que ça allait pas aller plus loin. À cette époque-là, je lui disais que c'était parce que une musulmane et un chrétien ensemble, ça pouvait pas aller. Mais la vérité, c'est que c'était pas parce que j'étais musulmane, c'était juste j'étais pas attirée. Mais je l'aimais bien, j'aimais bien sa personnalité, j'aimais bien qui il était, et c'est pour ça que j'avais du mal à arrêter de lui parler, à couper les ponts, parce que vraiment je me disais, enfin, il est gentil, on s'entend bien, etc. Mais vraiment, j'étais vraiment pas attirée et j'osais pas lui dire, j'osais pas le blesser, lui dire écoute mec, je suis pas attirée par toi, parce que je me disais ça va trop lui faire mal et c'est quelqu'un déjà d'assez émotionnel, je trouve. Donc j'ai préféré ne pas lui dire ça et je disais d'ailleurs à tout le monde que c'était à cause de la religion que ça pouvait pas aller plus loin, alors que c'était totalement faux. C'est juste vraiment, j'avais conscience à ce moment-là que j'étais pas attirée par les hommes. Au bout d'un moment, j'ai quand même pris le taureau par les cornes et je lui ai dit écoute, veuillez m'excuser, j'ai eu un petit problème de caméra. Donc je disais, j'ai pris le taureau par les cornes et je lui ai dit ça va pas aller plus loin entre nous. On va arrêter de se parler parce que clairement je vois que je suis en train de te faire du mal et j'en étais consciente. Donc j'ai préféré arrêter les choses là. C'était vraiment à cette période où j'étais obsédée par le fait que j'aimais les femmes et que je n'avais pas le droit d'aimer les femmes. J'étais vraiment dans un mal-être. Je me disais putain mais comment je vais faire, j'ai pas envie de me marier avec un homme que j'aime pas. Pendant le confinement, c'est là où ça m'a vraiment... Parce que j'étais seule face à moi-même, j'avais plus le choix que de penser, que de réfléchir constamment. J'étais cloîtrée dans ma chambre H24, je me disais putain, tu vas aller en enfer, t'es qu'une merde, nanana. C'est d'ailleurs à cette période où je me suis rapprochée d'une fille qu'on va appeler... Comment vais-je t'appeler? Parce que je sais que tu regardes mes vidéos. Allez, on va l'appeler Monica. Ah là là, Monica. Pendant le confinement, on s'est beaucoup rapprochés. Je vais pas dire où je l'ai rencontrée, pourquoi, comment, parce que je veux vraiment qu'elle ait un anonymat, mais vraiment profond, vous voyez. Mais du coup, je me suis beaucoup rapprochée de cette Monica et au fur et à mesure, je suis vraiment tombée in love. Vraiment in love. Et là, je pouvais plus nier, je pouvais plus me forcer à... Je pouvais plus. Je me suis vraiment laissée aller. Je me suis dit, Maïssa, ton cœur est fait ch'te boudoum. T'es attirée par elle émotionnellement, amoureusement, mais surtout physiquement. Je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, entre nous c'était impossible, c'était not niet. Enfin bref, là j'avais compris que j'étais 100% attirée par les femmes, que j'avais beau me forcer à ne pas l'être, que j'avais beau me forcer à changer, j'étais attirée par les femmes et c'est quelque chose que je ne pouvais pas changer. J'ai décidé de faire mon coming out à ma cousine qui était à l'époque ma meilleure amie. On était comme ça. Mais après vous allez comprendre pourquoi on est... Bref. Je décide de le lui dire. Et là, trop contente, elle saute partout. Ouais, mais je le savais très bien et tout. J'attendais juste que tu me le dises. Je suis contente que tu me l'aies dit. Je suis contente que tu me fasses confiance. Je serai toujours là pour te soutenir. Enfin, vraiment, genre, une vraie BFF, quoi. Donc, je me suis dit, mais en fait, Maïssa, en fait, la seule personne de qui t'as peur, c'est ta mère, en fait. Donc, évidemment, que j'allais pas lui dire, j'allais jamais lui dire, mais je l'ai dit à ma meilleure amie. Je l'ai dit aux potes autour de moi, etc. Donc voilà, j'avais fait mon coming out à mes copines en tant que pansexuelle à l'époque parce que je savais pas encore où me situer, pourquoi, comment. Enfin, moi j'avais vraiment la vision des choses en mode on aime qui on veut, l'amour ça se contrôle pas, etc. Donc dans ce sens-là, on peut dire que je suis pansexuelle, sauf que en bas,
ça ne se réveille que pour les femmes. Mais j'étais pas prête en fait à passer du Maïssa elle est hétéro, Maïssa elle est lesbienne, parce que je savais très bien que ça allait être mal reçu. En tout cas, c'est ce que j'appréhendais. Je me disais ça va trop les choquer, ils vont te poser trop de questions, ils vont trop remettre ta parole en question. Donc fais les choses progressivement. Donc j'ai juste fait mon coming out en tant que pansexuel. J'ai dit que voilà, je pouvais sortir avec n'importe qui, que ça me dérangeait pas. Et aujourd'hui encore, j'ai cette mentalité de me dire on peut tomber amoureux de n'importe qui. D'où le titre Suis-je vraiment lesbienne, mais on va y revenir. Donc voilà, super bien accueillie par mes copines, mon entourage en général. Tout le monde en a rien à foutre en fait. Genre ok meuf, you do you, nous on te soutient, on t'aime comme t'es. J'avais un drapeau pansexuel, mais évidemment avec la famille homophobe que j'ai, je l'ai bien caché au fond de mon dressing, vraiment en dessous des vêtements, etc. J'avais acheté ce drapeau parce que c'était un peu un symbole de me dire voilà maintenant j'assume qui je suis et j'en suis fière. Et un jour ma cousine vient chez moi et je me dis ouais ma mère elle est pas là, bah vas-y je vais sortir le drapeau et tout. Je vais dans mes vêtements pour chercher le drapeau, je vois qu'il n'est pas là. Mon cœur, je vous jure, j'ai cru. Là, j'ai le sourire et tout, mais c'est vraiment, j'ai cru que j'allais mourir d'angoisse. Je sais pas si vous avez déjà fait une crise d'angoisse où vous avez l'impression vraiment que vous allez mourir, le monde va s'écrouler sur vous, parce que je savais que la seule personne qui fouillait dans mon dressing, c'était ma mère, et que par conséquent, elle était tombée là-dessus. Et là, il y a tout qui se structure dans ma tête. Je me dis, ah ok, en fait, c'est pour ça que depuis des semaines, elle est ignoble avec moi, qu'elle me crache au visage, parce que oui, elle m'a craché au visage. À quelle heure on crache sur le visage de son enfant. Bref, elle avait vraiment un comportement avec moi. Elle avait changé dans son regard, dans sa manière de parler. Elle était plus comme d'habitude. Et donc, je me suis dit, ah, c'est pour ça. Elle a trouvé le drapeau. Et je me dis, si elle a bien pu mettre le drapeau quelque part, c'est dans son bureau. Donc là, je vais dans le bureau de ma mère. J'ouvre à peine le premier tiroir ou la première armoire, je sais plus. Le drapeau, il est là. Et voilà, j'avais ma confirmation. Elle savait tout. Et pour moi, c'était hors de question de lui faire mon coming out. C'était hors de question. J'étais pas prête. Ça faisait à peine quelques semaines, quelques mois que j'étais out à mes copines. Même que j'étais out à moi-même, en fait. On fait un petit bond dans le temps. J'ai plus trop la notion du temps, mais c'était quelques semaines aussi après cet événement. Je croise ma mère dans une gare de métro, de tram, voilà. Je croise ma mère. Je précise que c'était en été, donc j'avais un petit top, pas crop top, mais taille normale, mais il était moulant. Et là, de nulle part, ma mère, elle sort. C'est quoi ces vêtements de comment t'es habillée, nan. Bref. Et elle commence à s'emporter. Ouais, en plus, c'est quoi ce drapeau de PD que j'ai trouvé dans ta chambre? Là, encore une fois, mon cœur, j'ai cru que j'allais mourir. Et là, je dis rien. Je la regarde, je sais pas quoi dire. Elle me dit quoi t'es PD maintenant? Et je sais pas, il y a une partie de moi qui me suis dit, Maïssa, tu t'es cachée pendant trop longtemps. Maintenant, t'assumes. T'es une grande fille, tu assumes. J'ai dit oui. Mais j'ai pas dit oui en mode oui, j'ai dit oui. Et là, le tram arrive, elle me dit monte. On monte dans le tram. On arrive à un certain arrêt, elle me dit descends, on descend. C'était un arrêt devant un parc, elle me dit on va dans le parc. On rentre dans le parc et là, elle me fait une scène. Je sais pas combien de temps ça a duré, 1 heure, 2 heures, 3 heures, j'en sais rien. J'avais pas la notion du temps parce que avec tout ce qu'elle me disait, tout ce qui se passait dans ma tête, tout ce que j'entendais, c'était j'ai envie de mourir, j'ai envie de me tuer, j'ai plus envie d'être là, tuez-moi, je vous en supplie, je veux crever. Parce qu'elle me disait des choses qu'on n'est pas censé dire à son enfant, des choses vraiment ignobles, des choses, même aujourd'hui, je m'en souviens encore, ce sont des propos qui me touchent encore aujourd'hui, donc je vais pas vous les partager ici dans cette vidéo. Mais retenez bien que ce jour-là, il est marqué dans mon esprit à jamais. On rentre à la maison, je vais dans ma chambre, je m'enferme, et là je me dis Maïssa. Faut savoir qu'à cette période, je m'étais beaucoup éloignée de la religion. J'étais encore musulmane à cette période-là, mais je priais pas. Je me disais la religion c'est dans le cœur, t'es pas obligé de faire 45 000 trucs. S'il vous plaît, ne me jugez pas dans les commentaires, c'était juste ma façon de voir à l'époque. Et je me disais oui, même si l'homosexualité c'est un péché, tu fais du mal à personne, c'est ta vie, mais t'as pas le droit parce que sinon ta mère elle va aller en enfer, parce que c'était vraiment ce qu'on me disait, on me disait que j'allais brûler en enfer et que toute ma famille avec moi quoi. C'était vraiment une torture pour moi de me dire qu'elle savait et que j'allais plus être tranquille pour le reste de ma vie. Donc j'ai inventé le plus gros bullshit de ma vie, je suis descendue des escaliers et je lui ai dit maman, je pense que t'as raison, je pense que c'est une phase. Je pense que c'est l'adolescence, je me cherche, etc. T'as raison, c'est un effet de mode. Vraiment, en fait, je lui ai dit tout ce qu'elle voulait entendre pour ma survie, en fait, parce que je me suis dit comment on va faire pour habiter ensemble si elle me déteste, si elle m'empêche de vivre, si, enfin,
Voilà, je me suis dit vraiment, là, Maïssa, t'as toujours voulu être actrice, là, c'est ton moment. Elle m'a dit, ok, voilà, très bien, c'est ce que je voulais entendre. Au début, quand j'ai vu ton drapeau, je pensais que t'étais juste alliée avec les PD, mais quand tu m'as dit que tu faisais partie de mon cœur, nanana. Bref. Et je tiens à préciser une chose que j'ai pas précisé au début, tout ce que je vous dis, c'est comment moi j'ai vécu les choses, comment ça m'a affecté. Je précise aussi une deuxième chose, qu'il y a beaucoup de choses dont je ne vais pas parler dans cette vidéo parce que ça me fait encore mal aujourd'hui. Peut-être qu'un jour je vous en parlerai, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, je vous explique juste vite fait mon petit parcours avec mon coming out pour en arriver à suis-je vraiment lesbienne. Donc à partir de ce moment-là, à la maison je suis hétéro, mais dès que je mets un pied dehors, je suis comme ça. Vous avez compris. Avec mes potes, je me cache pas du tout. Sur les réseaux, je me cache pas du tout. J'étais encore jamais sortie avec une fille parce que les relations amoureuses, c'est pas trop mon truc. J'ai vraiment du mal à être vulnérable, à m'ouvrir, enfin voilà. Donc je sortais avec personne, c'est juste voilà, j'avais des crushs, des petits flirts, etc. Mais jamais en couple. Jusqu'à ce que j'arrive à l'université, je rencontre une meuf sur Tinder avec qui je suis sortie. Franchement, ça se passait bien, on se voyait régulièrement, je dormais chez elle, etc. Évidemment, à chaque fois je mentais, je disais à ma mère que j'allais dormir chez ma cousine, elle me couvrait, enfin. Mais à chaque fois qu'on se voyait à l'extérieur, j'étais parano. Je regardais partout autour de moi, à chaque fois que ma mère elle m'appelait, j'étais pas bien. Et j'essayais de mettre des techniques en place. Je séchais les cours pour aller chez elle, donc je disais à ma mère que j'avais cours de 14h à 21h. Comme ça, de 14h à 21h, je suis chez mon ex et je sais que je suis tranquille, elle va pas m'appeler. Malheureusement, j'en ai parlé sur TikTok rapidement, mais un jour mon frère tombe sur des photos intimes de moi sur mon téléphone. En gros, je lui avais prêté mon téléphone parce que ma mère lui avait confisqué le sien, et il voit dans ma galerie sur Snapchat, parce que j'avais bloqué l'application galerie, mais sur Snap tu peux voir ta galerie. Donc lui il s'est connecté sur Snap et il a vu dans ma galerie des photos intimes. J'étais pas nue, j'étais en sous-vêtements, mais c'est quand même des photos intimes, en tout cas pour moi. Des photos que je précise que j'avais envoyées à mon ex de l'époque. Et il tombe là-dessus, il vient dans ma chambre, mais c'est quoi ça, non, non, non. Bref, il est parti le dire à ma mère. Je savais très bien que j'allais être dead, parce que depuis cet épisode-là où ma mère avait trouvé mon drapeau, je pense qu'elle avait vraiment une haine envers moi, que j'étais plus sa fille en fait. C'était une période où j'aimais bien m'habiller large, oversize, et elle prenait ça comme si j'étais un homme. Elle me disait constamment, mais t'es pas un homme, t'es pas trans, non, non, non. Mais je sais, je ne suis pas un homme, juste je suis attirée par les femmes. Vraiment, elle a tout whipping, elle a tout whipping. Bref, donc là, mon frère va le dire à ma mère et je sais que je suis dead. Donc je fais quoi? Dans mon sac, je mets mon ordinateur, mon portefeuille, mon téléphone, mes clés et je saute du balcon. Voilà. Ambulance, hôpital. Et là, quand je me réveille à l'hôpital, je me dis c'est hors de question que je rentre chez moi, que je mette un pied chez moi. Ils vont me trucider. Parce que non seulement je suis une lesbienne, mais en plus je fais des photos de moi à Walp. Donc après ça, la mère de mon ex m'envoie un Uber ou un taxi, je sais plus, et je vais dormir chez eux. Et là on se dit ok, je vais vivre avec eux jusqu'à ce que je trouve un taf, jusqu'à ce que je trouve un logement et que je prenne mon indépendance, parce que pour moi c'était hors de question de retourner chez ma famille. Donc là, ils me harcèlent, des messages, des appels, des menaces, Vraiment, c'était des moments horribles, et j'avais vraiment fait tout mon plan. J'avais contacté une assistante sociale, etc. pour pouvoir être aidée dans ma démarche d'émancipation. J'avais 18 ans, hein, mais je parle d'émancipation en mode indépendance, aller vivre seule, etc. Malheureusement, ils ont trouvé le numéro de téléphone de ma copine, ils ont commencé à l'appeler, etc. Je veux bien que ça m'affecte moi, mais faut pas que ça affecte ma copine de l'époque et toute sa famille entière. Donc je suis rentrée à la maison, je suis rentrée chez ma mère, j'ai pris mon courage à deux mains, je suis rentrée, et là c'était vraiment, j'étais un robot. Pendant plusieurs semaines j'étais un robot, j'avais envie de crever tous les jours, je pensais à la mort, je me faisais énormément de mal. C'était vraiment une période très noire. Il s'est passé beaucoup de choses à ce moment-là dont je ne vais pas parler dans cette vidéo parce que c'est trop douloureux pour moi. Peut-être qu'un jour j'arriverai à en parler, mais pour l'instant c'est hors de question. Mais je décide que c'est trop. Je me dis Maïssa, soit tu t'enlèves la vie pour de bon, soit tu pars de cet environnement qui te rend malade. Donc j'ai contacté certaines ASBL, certaines associations, pour savoir si c'était possible d'avoir un logement, parce que j'avais pas d'argent, j'avais pas de travail, j'avais rien. Pour savoir si c'était possible d'avoir un logement ou d'aller dans un refuge ou quoi que ce soit, parce que je pouvais plus, à la maison je pouvais plus. Il y a un refuge pour personnes LGBT qui m'a dit écoute, on a une place pour toi, nos portes sont grandes ouvertes, donc tu viens quand t'es prête. Évidemment, j'allais pas dire à ma mère que j'allais aller dans un refuge, être SDF juste pour la fuir, donc je lui ai menti. Je lui ai dit que j'avais trouvé un logement étudiant, que je me sentais plus à ma place ici, que je me sentais plus chez moi,
parce que j'avais plus aucune intimité. Ma mère avait jeté tous mes vêtements, je devais laisser la porte de ma chambre constamment ouverte, j'avais pas d'intimité. Elle contrôlait tous mes appels, tous mes messages dans l'application de Base de mon opérateur. Bref, j'avais plus de vie en fait. À chaque fois que je sortais, même pour aller en cours, elle m'appelait toutes les 15 minutes. Vraiment, je n'avais plus de vie. Et donc là, c'était hors de question. Mais t'es malade, mais on n'est pas des blancs, on quitte pas la maison avant le mariage, nan nan nan. Mais moi, je me suis dit, mais je vais jamais me marier en fait. Encore moins avec un homme. Donc, je vais pas rester à ses côtés jusqu'à la fin de mes jours en fait. Donc là, quand je vous dis, c'était la première fois de ma vie, que j'ai tenu tête à ma mère. Parce qu'avant toutes ces années, j'étais vraiment, je dirais, vraiment une marionnette. J'étais sa chose, j'étais pas un être à part entière. Et là, pour la première fois, je me suis dit, Maïssa, tu arrêtes d'être objet et tu es sujet de ta vie. Je lui ai dit non, je vais partir, peu importe. Je savais très bien qu'elle travaillait de telle heure à telle heure, donc je me suis dit, quand elle part au travail, je fais mes valises et je pars. Mais en tout cas, je lui ai dit en face. Je voulais pas lui faire une lettre, je voulais pas lui laisser un message. Je me suis dit, Maïssa, tu vas porter tes coronets et tu vas lui dire dans les yeux. Évidemment, elle m'a pas laissé tranquille. Tous les jours, il y avait des personnes différentes qui venaient à la maison pour essayer de me raisonner. Pour Maïssa, ne fais pas ça. Maïssa, la religion. Maïssa, nan, Maïssa, la famille. Vraiment, ça rentrait, ça sortait. En fait, tout ce qu'ils me disaient, ça alimentait plus la haine que j'avais envers eux. Plutôt que de me dire oui ils ont raison. En fait juste ils me rendaient malade. Ils m'ont enfermée dans ma chambre avec du Coran parce qu'ils pensaient que j'étais possédée. Non, non. Bref. Et donc un jour, je vais en cours. Il y a le fameux refuge qui m'appelle, qui me dit voilà ta chambre est prête, tu peux venir quand tu veux. Et là à ce moment-là quand j'étais en cours je me suis dit j'ai envie de partir maintenant. Tout de suite là maintenant. C'était le matin, je pense qu'il devait être 10-11 heures, un truc comme ça. Et je me dis ta mère elle travaille jusqu'à telle heure donc fonce à la maison, prends tes affaires et casse-toi. Je me suis dit de toute façon je l'ai déjà prévenu que j'allais partir donc c'est pas lâche. Je vais chez moi. Il y a une copine qui m'attend au coin de la rue pour m'aider avec mes affaires. Je rentre chez moi. Faut savoir que j'avais plus beaucoup d'affaires parce que ma mère, elle avait tout jeté et tout. Voilà. Je rentre chez moi et là, je vois quoi? Ma mère, ma tante, mon frère. Bref, il y a toute la clique qui est là pour essayer de me dissuader. Je pense qu'ils savaient qu'il se passait quelque chose parce que c'est pas possible que vous soyez là alors que vous êtes tous censés être à l'école en fait ou au travail. Et là, il y a ma mère qui essaie de me faire une sorte de chantage affectif comme elle sait très bien faire. C'est je vais sortir de la maison et quand je reviens, t'as intérêt à être là ou sinon tu m'oublies. Moi, vraiment, à ce moment-là, faut savoir que j'étais déterminée. J'en avais plus rien à foutre. On pouvait me dire toutes les insultes qu'on voulait. On pouvait me faire autant de chantage, autant de violence, j'en avais rien à foutre. J'étais déter. Je vais dans ma chambre, j'ouvre ma valise, je mets toutes mes affaires dedans. Et je sors. Et là il y avaitchtouboudum parce que je savais pas ce qui allait se passer. Même là quand j'en parle, je suis prise par les émotions. Je sors, je rejoins ma copine au bout de la rue, on appelle un taxi et je suis trop contente. Je me dis putain, enfin je l'ai fait, yes, je vais enfin commencer à vivre. J'ai oublié de préciser, hein, mais entre temps moi et ma copine on avait rompu parce que vu que j'avais plus le droit de sortir, de vivre, voilà, c'était pas une relation viable et elle aussi ça l'affectait beaucoup émotionnellement donc on n'était plus ensemble. Mais je me suis dit je vais enfin pouvoir vivre, pouvoir date des filles sans avoir peur constamment, pouvoir voyager, vivre, sortir, enfin vivre ma vie normale quoi, rien de bien fou. Et avant que le taxi arrive, il y a ma mère qui arrive. Elle commence à nous insulter, moi et ma copine. Vraiment, en fait, pour moi, c'était plus hilarant qu'autre chose. Vraiment, j'étais morte de rire, mais d'un autre côté, je me disais, vas-y, Maïssa, franchement, dis rien, genre ferme ta gueule, laisse-la parler. Elle a besoin d'extérioriser sa colère, sa haine, sa frustration. Laisse-la, et après, de toute façon, tu rentres dans le taxi et tu te casses, quoi. Donc elle part, on rentre dans le taxi, j'arrive au refuge, et je me dis, voilà, nouvelle vie. Et là, la liberté, la pression qui s'enlève, toutes mes chaînes qui s'enlèvent, je me dis, putain, je vais enfin pouvoir vivre. Le lendemain, je change de numéro de téléphone. Après ça, j'ai trouvé un taf, j'ai trouvé des aides, j'ai trouvé un logement. Et je me dis, ouais, nouvelle vie. Je rentrais dans la vie d'adulte, je connaissais rien. En fait, j'avais jamais prévu de partir de chez moi avant que je sois mariée à mes 25-26 ans avec un homme que j'aime pas. Donc moi, toute ma vie, j'ai cru que j'allais partir une fois que je serais mariée. Et là, quand je suis partie à mes 18 ans, c'était vraiment inattendu, donc j'étais pas prête en fait. Mais vu que je suis une débrouillarde, j'étais très mature, très consciente des choses, je me suis beaucoup informée, j'ai fait les choses bien. Je me suis installée dans le logement dans lequel je suis ici depuis 2 ans. Là, on s'est beaucoup éloigné du sujet, mais j'ai parlé de ça parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et je pense que j'en avais lourd sur la patate, j'avais besoin de parler. Mais donc, pour revenir sur ma sexualité, à partir du moment où j'ai eu un gros crush sur la fameuse Monica, je savais que j'étais lesbienne, voilà. Je ne l'ai pas directement dit à mes amis. Au fur et à mesure, ils ont compris d'eux-mêmes que j'étais lesbienne. Et quand je rencontrais de nouvelles personnes, je me présentais en tant que lesbienne. Enfin, c'est pas bonjour, je suis lesbienne, mais voilà, quand on parlait de crush, quand on parlait de nanana, je disais que j'aimais les filles. Ah, t'es lesbienne, ouais, je suis lesbienne. Et au fur et à mesure de mes études de psychologie, il faut savoir qu'en psychologie, on se base sur des faits scientifiques, sur des études scientifiques, des choses qui sont prouvées, etc. Et moi, je vous ai pas fait la transition, ça va peut-être être radical pour vous, mais
Donc vous avez compris que j'étais musulmane, mais aujourd'hui je suis athée, je crois pas en Dieu, je crois en la science. Et vraiment, à chaque fois que j'ai envie de vérifier quelque chose, de savoir si quelque chose est fiable, je regarde s'il y a des études scientifiques qui ont été faites derrière, je me base sur les faits, etc. Et donc vraiment, quand je suis partie de chez moi, j'ai vraiment remis beaucoup de choses en question, parce que non seulement je faisais des études scientifiques, et j'étais livrée à moi-même. J'avais plus personne pour me dire quoi faire, pourquoi, comment, qui gérait ma vie à ma place, qui avait le contrôle sur moi, donc j'avais le contrôle sur moi-même et j'essayais de me chercher, de me trouver, j'essayais de trouver mes réponses à mes questions et au fur et à mesure je me suis dit est-ce que t'es vraiment lesbienne parce que dans la science on ne peut pas prouver que quelque chose n'existe pas. On peut prouver que quelque chose existe mais on ne peut pas prouver la non-existence de quelque chose si vous voulez. Et donc j'ai fait un whippinage de fou et je me suis dit mais on ne peut pas prouver que tu n'es pas attiré par les garçons parce que ok t'as jamais été attiré par un homme de ta vie. Mais il suffit qu'une fois tu sois attiré par un homme pour que tu sois bi. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est en ayant ce mode de réflexion là où je me suis dit mais j'en ai marre des cases. Lesbienne, bi, pansexuelle, juste t'aimes qui tu veux. Ok, 100% des personnes avec qui tu sors ce sont des filles, 100% des personnes envers qui tu es attiré ce sont des filles. Mais il suffit qu'une seule fois tu sois attiré par un homme que tu seras bi. Et en fait je me suis dit mais les cases ne servent à rien. En tout cas pour moi. Se mettre dans une case LGBTQIA+, etc., c'est super utile pour les personnes qui ont besoin de se sentir légitimes, de faire partie d'une communauté, de se sentir compris, entendu. Et je trouve que c'est une très bonne chose. C'est juste que pour moi, je me suis dit ça sert à rien en fait, genre flemme, juste t'aimes qui t'a envie d'aimer. Si un jour tu tombes amoureuse d'un garçon, ben tu sors avec ce garçon. Enfin moi j'ai envie d'être heureuse, j'ai pas envie à chaque fois de me restreindre, vous voyez. Donc je me mets pas de limite. J'ai essayé de flirter avec des garçons. À chaque fois, ça s'est soldé par un il me saoule, par un je le bloque, par un il est lourd. Parce que ça m'intéresse pas, je vous jure, j'arrive pas. Cette vidéo n'est pas un appel à venir me draguer, à essayer de. Non, vraiment, genre vraiment, restez dans votre coin, ne m'approchez pas, vous ne m'attirez pas. Donc, suis-je vraiment lesbienne? En fait, j'en sais rien. Et je m'en fous. Faut savoir que depuis pas mal de temps, depuis plus d'1 an, je ne date personne, je ne vois personne, je ne flirte avec aucune fille parce que j'ai trop de blocages de l'ordre de l'intimité, du rapprochement pas que physique mais surtout émotionnel. J'ai beaucoup de difficultés avec ça, donc je ne me vois pas sortir avec quelqu'un dans les années à venir. Je me dis que je vais finir ma vie célibataire et j'ai pas non plus envie de faire ma vie avec la même personne toute ma vie. Enfin, on choisit pas de qui on tombe amoureux, on choisit pas de combien de temps on reste avec cette personne, de combien de temps ça va durer. Donc là, je vous parle juste de ce que je pense, de ce que je ressens. Mais si je devais faire ma vie avec quelqu'un, ce serait une femme parce que même si je peux potentiellement, si potentiellement un jour je suis attirée par un garçon, je me vois pas faire ma vie avec un homme. J'ai beaucoup trop de blocages avec ça. Mais en tout cas, depuis pas mal de temps, quand je parle de sexualité ou de flirt avec des gens, je ne dis pas que je suis lesbienne, je dis juste que j'aime les femmes. Si pour eux, dans leur tête, ils se disent Maïssa c'est la lesbienne, ben, très bien pour eux, je suis la lesbienne. Mais en tout cas, moi, je me mets pas de cas, je me mets pas de limites. Je me dis, ben, tu prends la vie comme elle vient, tu prends les expériences comme elles viennent, tu intègres les gens dans ta vie comme ils viennent, pardon. Parce que finalement, c'est ça la vie c'est les expériences et on peut jamais savoir de quoi il fait demain. Avec tout ce que je viens de vous raconter, j'aurais jamais cru que j'allais vivre seule à 18 ans, être une femme indépendante, subvenir à mes besoins toute seule. J'aurais jamais pu prévoir ça. Et donc ça m'a vraiment confortée dans le fait qu'on ne sait pas de quoi demain est fait, quoi, merde. Donc suis-je vraiment lesbienne? J'en sais rien et j'en ai rien à foutre. Cette vidéo était plus une vidéo un petit peu anecdote, story time / un petit peu de philosophie, on va dire. J'espère que ça vous a plu. J'aime bien parler à cœur ouvert parce que j'en ai gros sur la patate. J'ai vécu beaucoup de choses et je pense que je vais commencer à speak out en fait parce que j'ai beaucoup de choses à dire et ça me fait du bien. Ça me fait du bien parce que souvent je reçois des DM ou des commentaires sur mes TikTok, etc. De gens qui ont vécu les mêmes choses que moi ou des gens qui me soutiennent, etc. Et ça me fait énormément de bien parce que j'habite seule, je sors jamais en fait, enfin 1, 2, 3 fois par mois maximum. Enfin quand je dis sortir, c'est sortir avec des copines, mais je sors très peu, je suis tout le temps toute seule. Donc voilà, parler à la caméra, que ce soit sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, quand on m'envoie des messages, quand on commente, ça me fait du bien de me sentir un peu connectée, d'avoir un peu de rapport social, sans que ça soit trop envahissant. Parce que je réponds quand j'ai envie, vous voyez. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère que vous serez présents pour les 29 prochaines vidéos parce que souvenez-vous, je poste une vidéo par jour pendant tout le mois de septembre. Je vais aborder plein de sujets, que ce soit des story time, la philosophie, des réflexions de vie, des conseils. En attendant, je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'ici et à la prochaine. Bisous.